Chapitre 8. Le vieil homme et Cuba. Quand il s'installe définitivement à Cuba en 1939, Hemingway est loin d'arriver en terre inconnue. L'île est en effet à quelques miles de Key West et ses premières parties de pêche au bord de l'Anita ou du Pierre lui ont déjà permis d'en avoir un bref aperçu. Mais pour l'heure, il ne connaît surtout que la Havane, où dès 1932, il s'installe régulièrement dans la chambre 525 de l'hôtel Amos Mundos pour travailler et entretenir quelques relations extra-conjugales. Le Cuba de la fin des années 1930 ne ressemble pas beaucoup à celui d'aujourd'hui. À l'époque, la Havane est surtout connue pour être la ville aux 300 bordels. Une cité gangrénée par la corruption, la violence et la pègre, et dont l'économie est très largement contrôlée par les industriels et les financiers américains. L'ambiance n'est pas sans rappeler celle de Chicago ou de Kansas City. Et Hemingway s'y sent à l'aise. Ici, pas de cercle littéraire ni de mondanité. Et contrairement à Key West, il n'y connaît pour l'instant presque personne. En 1939, donc, Ernest et Martha, qui n'est encore que sa maîtresse, s'installent à la Finca Vigia, une grande propriété située à la commune de San Francisco que Paula qu'Hemingway a acheté. Une grande propriété située sur la commune de San Francisco de Paula qu'Hemingway a acheté pour $12 500 grâce à la concession des droits d'adaptation cinématographique pour Qui sonne le glas. Martha ne s'y plaira jamais vraiment et en tout état de cause, la véritable maîtresse de maison de la finca sera Mary Welch, la quatrième épouse qu'Ernest rencontre à Londres en 1945. La guerre finie, Ernest et Martha préparés, Mary prend donc possession de cette grande villa coloniale dont Hemingway disait que, sans elle, elle était aussi vide que la plus vide des bouteilles. Avec la finca et Mary, Ernest semble en voir enfin trouvé le foyer si longtemps recherché. Les gens vous demandent pourquoi vous vivez à Cuba, écrit-il en 1949, et vous dites parce que cela vous plaît. Il est trop difficile d'expliquer l'aube dans les collines au-dessus de la Havane, où tous les matins sont frais et doux par les plus chaudes journées d'été. Il est inutile de leur dire qu'une des raisons pour lesquelles vous vivez là-bas est que vous voulez élever vos propres coqs de combat, les entraîner sur place et les faire combattre partout où vous pouvez combattre, et que tout cela est illégal. Peut-être n'aiment-ils pas les combats de coqs de toute façon. Vous ne leur parlez pas des étranges et merveilleux oiseaux qui sont à la ferme toute l'année, de tous les oiseaux migrateurs qui passent, ni de la caille qui vient boire dans la piscine au petit matin, ni les différentes espèces de lézards qui vivent et chassent dans la tonnelle couverte de chaume à l'extrémité de la piscine, ni les 18 espèces de mangues qui croisent sur la longue pente qui mène à la maison. Vous ne leur parlez pas du club de tir dont vous êtes voisin, où nous organisons de grands concours de tir aux pigeons pour une grosse somme d'argent. Peut-être pensent-ils que le tir aux pigeons est une mauvaise chose. Peut-être ont-ils raison. Vous pourriez leur dire que vous viviez à Cuba parce que vous n'avez que des chaussures à mettre quand vous allez en ville et que vous pouvez coincer la sonnerie de votre téléphone avec du papier afin de ne pas avoir à répondre. Et que vous travaillez aussi bien par ces petits matins frais que vous avez pu travailler partout ailleurs dans le monde. Mais ce sont là des secrets professionnels. Vous leur dites que la principale raison pour laquelle vous vivez à Cuba est le grand fleuve bleu profond de 3/4 de mile à 1 mile et large de 60 à 80 miles, que vous pouvez atteindre en 30 minutes depuis la porte de votre ferme en traversant une jolie campagne pour y aller et qui permet, lorsque le fleuve est calme, la meilleure pêche que j'ai jamais connue. Pour un écrivain au mécanisme de travail délicat de la finca est cependant une maison étonnamment agitée, ou disons plutôt vivante. En plus de Marie et d'Ernest, la propriété abrite un personnel aussi nombreux que dévoué. Un majordome, un chauffeur, 3 jardiniers, un menuisier vaguement alcoolique et par ailleurs chargé de s'occuper des coqs de combat. Une femme de chambre sentimentale qui tenta de poignarder le cuisinier et enfin un cuisinier chinois donc qui, à force de déclarer aux invités qu'il n'y a pas de dîner aujourd'hui, finit par se prendre un jour un coup de tuyau rouillé pour lui remettre les idées en place. Hemingway semble se faire dans cette ambiance gentiment foutoireuse. Contrairement à Marie, elle aimerait vivre de façon un peu plus organisée, sans bonne, sans dingue, sans toute cette clique. Mais en plus des humains, il faut aussi compter avec les animaux.
Outre les coqs de combat qu'Ernest, la finca accueille quelques vaches, Black Dog, un épagnol ou apparenté, ramené de l'Idaho. C'est une bonne trentaine de chats non stérilisés qui se reproduisent de façon anarchique, en dépit des règles les plus élémentaires de la génétique. À part quelques privilégiés autorisés à circuler dans la maison comme Crazy Christian, Friendless Brothers et Ecstasy, les autres félins habitent une tour que Marie avait initialement fait construire pour procurer à Ernest un lieu de travail approprié. À la finca, Ernest continue à appliquer la méthode de travail mise en place par Key West. Levé aux premières heures du jour, il écrit dans son lit ou debout dans son bureau jusqu'au début de l'après-midi, avant que la chaleur ne devienne trop forte. Il s'installe ensuite dans le salon, se sert un premier verre puis un deuxième tout en lisant l'un des 5000 livres de la maison ou l'un des nombreux magazines auxquels il est abonné. L'après-midi, Ernest fait quelques longueurs dans la piscine, va pêcher sur pillard, tirer des pigeons au club de Cazadores del Quero, assister à un combat de coq ou à une partie de Jai Alai et achève souvent sa journée au Floridita, son bar favori. Avec le pillard, par ailleurs régulièrement transformé en bar flottant, le Floridita est un peu une seconde maison d'Ernest. Situé Calle Obispo, à quelques pas de l'hôtel Ambos Mundo, le Florida est un bar-restaurant au décor suranné avec des éventails au plafond et un bar en acajou massif et patiné. Grand frère un peu plus élégant que Sloppy Joe de Key West, il accueille cependant lui aussi une population pour le moins hétérogène. Aristocrates cubains, hommes d'affaires américains, agents du FBI, personnel consulaire, réfugiés espagnols et même quelques prostituées respectables avec qui tout habitué avait couché à un moment donné au cours des 20 dernières années. Ernest aime s'installer à l'extrémité du comptoir et y boire un papa doble, un daiquiri de sa composition, légèrement corsé, composé de 2 doses et demie de rhum, de jus de citron et de pamplemousse agrémenté de 6 gouttes de marasquin. 3 ou 4 verres de ce cocktail suffisent normalement à assommer un buveur déjà honorable, mais Hemingway, qui aime battre des records en tout, va jusqu'à en consommer 10 ou 15 en fonction de son humeur. C'est sa boisson préférée avec le whisky sourd, le gin, le champagne, le vin, la bière, le rhum sec, le dry martini et encore bien d'autres. Mais c'est aussi un excellent moyen de tester la résistance et la valeur des gens qui l'invitent, car le Floridita est un peu l'annexe de son bureau. C'est dur de tourner une page, hein. Son antenne en ville, presque tous ses invités à Cuba, et ils furent nombreux, passèrent les portes du Floridita. Y entrer était facile, en sortir hasardeux. Pendant les presque 20 ans qu'ils passèrent à Cuba, les Hemingway accueillirent chez eux presque tous les amis d'Ernest. En plus des habitués, les amis fidèles, les pêcheurs et les journalistes, Ernest ouvre volontiers les portes de sa maison aux grands de ce monde. Jean-Paul Sartre, le duc et la duchesse de Windsor, Gary Cooper, Ingrid Bergman et Ava Gardner, pour ne citer qu'eux. Quand Ernest ne travaille pas, la vie à la finca est un perpétuel week-end. Du lundi au jeudi, dit un jour Marie, je m'efforce de maintenir une certaine tranquillité, mais les week-ends se passent toujours à la limite du chahut et parfois même au-delà. Cependant, la finca n'a pas toujours connu d'invités aussi glorieux. En 1942, alors que les États-Unis viennent d'entrer en guerre après l'attaque de Pearl Harbor, elle devient même le siège d'un groupuscule officieux surnommé Hemingway, par Hemingway la Crook Factory, la fabrique d'escrocs. Depuis quelques mois déjà, les U-boats de l'amiral Donitz ont entamé une campagne sanglante sur tout l'Atlantique et le golfe du Mexique, détruisant un nombre considérable de navires marchands américains à destination de l'Europe et notamment de la Grande-Bretagne. Au début de l'année 1942, 360 bateaux ont déjà été coulés au large des côtes américaines et la situation est si préoccupante que le général George Marshall de l'US Marine préconise dans une note l'utilisation de tous les moyens improvisés concevables pour lutter contre l'ennemi. Cependant, la guerre ne se joue pas que sur la mer et Cuba devient rapidement le refuge de la 5e colonne ennemie dans les Caraïbes. Selon Martha, qui travaille alors à un article sur le sujet, près de 700 agents allemands dormant ainsi que 30 000 réfugiés espagnols sympathisants de la phalange occupent alors l'île. Dès lors, avec l'aval de l'ambassade et du FBI, Hemingway monte un réseau contre-espionnage officieux
composé de pêcheurs locaux, de joueurs de jaï, d'amis cubains et d'autres personnages troubles, amateurs comme lui de boissons fortes. Financée par l'ambassade américaine, la Crook Factory a pour mission festivale de récupérer les caches de nourriture destinées aux U-boats pour répertorier les agents allemands et déjouer d'éventuelles opérations de sabotage. Cependant, le FBI ne partage pas l'enthousiasme de l'ambassadeur à l'égard de cette entreprise et son directeur lui-même, J. Edgar Hoover, ne cache pas son scepticisme quant aux aptitudes d'Ernest. Hemingway est certainement le dernier homme, de mon point de vue, à pouvoir servir dans un tel domaine. Son jugement n'est pas des meilleurs et sa sobriété en est au même point qu'il y a quelques années. Il est assurément sujet à caution. Farouchement anticommunisme, l'argent avait par ailleurs commencé dès les années 1930 à constituer un dossier sur l'écrivain, notamment à cause de son engagement aux côtés des républicains pendant la guerre d'Espagne. Je suppose que je suis étiqueté comme rouge pour de bon maintenant, faisait dire Hemingway à Robert Jordan pour Qui sonne le glas, et qu'on va me mettre sur une liste noire. Si on ne peut remettre en question les bonnes intentions d'Ernest, les résultats concrets de la Crook Factory furent cependant particulièrement décevants. En tout état de cause, la qualité des rapports remis par son chef à l'ambassade fut souvent pour le moins contestable. Dans les faits, la Crook Factory ressembla plus à une entreprise vaguement comique et hautement alcoolisée qu'à une réelle unité de contre-espionnage. Et si elle exprimait sûrement le patriotisme d'Ernest, elle répondit aussi à un goût un peu enfantin pour les intrigues de pacotille et ne fit confirmer l'avis des agents du FBI. Hemingway était un imposteur. Devant l'inutilité manifeste des rapports fournis, la Crook Factory fut dissoute en avril 1943, moins d'un an après sa création. Loin de servir Hemingway, cette entreprise rocambolesque eut l'inconvénient majeur d'attirer encore un peu plus l'attention du FBI. À la même époque, la guerre contre les sous-marins va donner l'occasion aux pillards de prendre la mer pour une pêche d'un genre nouveau. Toujours prêt à utiliser de tous les moyens improvisés concevables, dans sa lutte contre l'Allemagne nazie, l'amiral King, sous la suggestion du président Roosevelt lui-même, autorise les bateaux de plaisance à croiser à la recherche de U-boats allemands. Fin novembre 1942, et déjà après quelques patrouilles officieuses, Ernest reçoit enfin l'équipement radio et l'armement nécessaires à cette mission. La zone d'attribution du pillard se trouve alors au large du Bahia Honda, à l'ouest de La Havane, où croisent les U-boats en route pour le canal de Panama. Afin de remplir son devoir patriotique, Hemingway n'a que son courage, car sans armes lourdes ni solar, les missions ne peuvent être que hautement périlleuses. Que pourrait en effet une petite embarcation de bois contre un monstre métallique dûment armé? Loin de se limiter au repérage des sous-marins, Ernest a en effet pour objectif de les abattre. Toutefois, son plan révèle au mieux de la témérité, au pire de la naïveté, voire de la mission suicide. Mais son idée a au moins le mérite de la simplicité. Se faire aborder par un sous-marin à la recherche de nourriture et profiter de l'occasion pour lancer une grenade à main dans le cockpit avant de rejoindre la côte en évitant une contre-attaque plus que probable. Pour les grenades, Ernest peut compter sur les talents du lanceur de la pelote basque embarqué sur le pillard. Pour le reste, les autres membres de l'équipage ressemblent plus aux agents que la Crook Factory autre chose. En effet, malgré la volonté d'Ernest, les missions du pillard s'apparentent surtout à des parties de pêche alcoolisées organisées par de grands enfants en manque d'aventure. C'est en tout cas l'avis de Martha et encore une fois celui du FBI. Bien qu'on ne puisse sous-estimer le réel engagement d'Hemingway ni son désir de lutter à son échelle contre l'invasion nazie, le fait même que ses fils participent de temps à autre aux patrouilles du pillard révèle tout l'amateurisme de l'entreprise. Le 18 juillet 1943, donc, quelques mois après la dissolution de la Crook Factory, les aventures du pillard touchent elles aussi à leur fin. Quoi qu'en ait dit Hemingway, jamais ces patrouilles n'ont permis de découverte aucun sous-marin. Mais peu importe, écrit Terry Mort, ce qui compte c'est la recherche, la quête, l'aventure, le sérieux de l'intention, le service volontaire, le plaisir, la satisfaction du commandement et de la camaraderie. La joie d'être en mer, le métier de marin et l'art de la navigation. La possibilité du danger et la fascination de ne pas savoir ce qu'il surviendra. La réalité et la métaphore d'un ennemi invisible qui se dévoile soudain. Quelle que fût l'utilité réelle de ces patrouilles, elles auront du moins permis à Ernest de vivre en mer et de pêcher, même des poissons d'étain même sans succès,
Tu sais bien que tu aimes la mer, dit le héros d'Île à la dérive, et que que tu ne voudrais être nulle part ailleurs. Sois heureux de retourner au-dessus et remercie là d'être ton foyer, c'est ta maison. Si la chasse aux sous-marins, la vie à finca, celle à bord du pillard, les chats et l'ambiance du Floridita sont en grande partie à l'origine des deals à la dérive, le grand roman cubain Hemingway reste sans conteste le vieil homme et la mer, dont l'histoire semble avoir été longtemps occupée. On se souvient en effet de sa lettre à Adrian Ivanitch sur l'eau bleue, parue en 1936 dans Esquire, où l'on pouvait lire ces quelques lignes. Un vieil homme qui pêchait seul sur un rafiot au large de Cabanas Ferraz, un gros marlin qui, accroché au lourd filin, entraîna l'embarcation en pleine mer. 2 jours plus tard, le vieil homme fut recueilli par des pêcheurs à 60 miles à l'est avec la tête et la partie avant du marlin amarrée le long de son bateau. Ce qui restait du poisson, moins de la moitié, le vieil homme avait lutté avec lui pendant tout un jour, toute une nuit, encore un jour et encore une nuit. Lorsqu'il avait été amarré le long du bateau, les requins qui s'y étaient attaqués et le vieil homme avaient lutté seul contre eux dans le Gulf Stream. Pendant près de 15 ans, Hemingway a donc porté en lui cette histoire. Il l'a laissé mûrir, se développer, prendre forme, attendant avec patience de la voir se décanter, se dépouiller jusqu'à l'os, car son objectif était double. Écrire, bien sûr, une histoire vraie, mais aussi gagner en dignité, et prendre sa revanche sur les critiques depuis au-delà du fleuve et sous les arbres, et le considérer comme un écrivain fini. Le 1er septembre 1952, Le vieil homme et la mer sont donc en intégralité dans la revue Life, qui, en 48 heures, en écoule pas moins de 50 millions d'exemplaires. Moins d'une semaine après, le livre sort en volume chez Scribners. Dès sa parution, 50 000 exemplaires sont vendus avant de voir les ventes s'apiliser au rythme de 3 000 par semaine. Et cela rien que sur le territoire américain. Plus que ces chiffres astronomiques, Ernest est surtout flatté par les centaines de lettres qu'il reçoit quotidiennement, dans lesquelles ses lecteurs se confondent en remerciements. Certains admirateurs se rendent même à la Finca et fondent en larmes en évoquant avec lui les aventures de ce vieil homme dont l'histoire inspire aussi rabbins, prêtres et pasteurs pour leurs sermons. Hemingway tient sa revanche, car en plus de cet immense succès populaire, les critiques alignent les uns après les autres les adjectifs les plus élogieux dans leurs colonnes. Prodigieux, réconfortant, chef-d'œuvre de composition littéraire, tous unanimement saluèrent la portée universelle du livre et la qualité de son écriture. On a tous dit ou presque on a tous dit ou presque sur ce court roman, conte chrétien ou pour enfants, tragédie, épopée, parabole, allégorie, fable mystique. Mais peut-être n'est-il rien d'autre qu'une une histoire commençant par Il était une fois un vieil homme, tout seul dans son bateau qui pêchait au milieu du Gulf Stream. Comme pour Le soleil se lève aussi, dont le public avait préféré voir le côté décadent des personnages plutôt que l'intention morale de l'auteur, le succès du vieil homme de la mer s'est construit sur un malentendu. La critique, comme les lecteurs, a surtout apprécié la valeur symbolique de l'ouvrage, certains même allant jusqu'à y voir, et certains indices le laissaient effectivement penser, une revisitation du sacrifice christique. Mais comme le dit lui-même Ernest, aucun bon livre ne contient de symboles arrêtés à l'avance et introduits de force. Cette sorte de symbole saute aux yeux comme les raisins dans du pain au raisin. Le pain au raisin est très bien, mais le pain ordinaire est meilleur. À l'un de ses amis pêcheurs qui lui demande à ce propos ce qu'était un symbole, Ernest répondit que ce n'était rien d'autre qu'un truc nouveau inventé par des intellectuels. On l'a bien compris, Hemingway se méfie des symboles et des lectures abusives. Il n'y a pour lui qu'une seule chose qui a permis le succès du vieil homme de la mer, qu'un seul secret, son absolue sincérité. La mer est la mer, le vieil homme est un vieil homme, le jeune garçon est un jeune garçon et le poisson est un poisson. Les requins sont des requins, ni meilleurs ni pires. Tout le symbolisme dont parlent les gens est de la connerie. Le 4 mai 1953, lorsqu'il est à bord du Pillard, Hemingway apprend par radio qu'on vient de lui attribuer le prix Pulitzer pour Le vieil homme de la mer. S'il fête comme il se doit cette consécration, Ernest ne peut cependant s'empêcher de s'inquiéter de ce nouveau regain de popularité. Car si c'est surtout l'écrivain qu'on l'on célèbre, il sait que ce prix ne manquera pas d'attirer de nouvelles fois l'attention sur lui. Or, Ernest préfère que l'on analyse son œuvre plutôt que les infractions de son existence.
et il commence à souffrir de l'image qu'il a pourtant volontairement construite pour tenir à distance les journalistes de son travail. Je veux être connu comme écrivain, dit-il, non pas comme un homme qui est allé à plusieurs guerres, et pas plus comme un boxeur de bar, et pas plus comme un tireur, et pas plus comme un turfiste, pas plus que comme un buveur. J'aimerais tout simplement être un écrivain, et être jugé comme tel. Aux journalistes qui viennent les uns après les autres à la finca, Ernest rappelle sans cesse qu'il n'est pas ce géant chasseur, ce monument de la virilité dont les médias se plaisent à parler. Je suis ni un amuseur de public, ni un politicien qui cherche à rallier des électeurs à sa cause, dit-il à Hautzner. Je suis un écrivain et j'ai le droit de travailler. J'ai le droit de me battre pour ne pas être écrasé. Écrasé, c'est sans doute ce qu'Ernest ressent en cette année 1952, qui lui a toujours connu des phrases plus ou moins violentes de dépression plonge. Avec ses interruptions permanentes dans son travail, dans un état extrême d'irritabilité, en plus des effets de l'alcool, ce qui ingurgite en quantité, Ernest subit de plein fouet les nombreuses morts qui vont endeuiller les dernières années de son existence. Max Perkins, Kate Dos Passos, son cuisinier, sa mère, le père de Marie, sa seconde femme Pauline ou encore Charles Scribner, son éditeur. Le temps passe et la vieillesse arrive. Même son corps commence un peu à l'abandonner. Depuis longtemps préoccupé par sa santé, Ernest surveille maintenant quotidiennement son poids, sa tension, son cholestérol, et note scrupuleusement toutes les informations comme il tenait tout autrefois son carnet. Même sa malle de bain devient une annexe de la pharmacie, avec ses étagères remplies d'échantillons d'urine consciemment conservés, de la sonnerie du téléphone à un mot malheureux, un rien l'énerve et ses colères sont aussi nombreuses que violentes. Henry James n'a écrit que de la Camelot snob. Tom Wolfe est un mauvais. Fitzgerald n'était rien d'autre qu'un prospecteur ayant trouvé une mine de sel, sans parler de Gertrude Stein ni de Faulkner. Son grand rival, dit-il, dont il méprise le goût pour les mots savants et la prétention, même son épouse, Marie, devient la cible de ses attaques et malgré un amour sincère, Ernest ne peut s'empêcher de l'humilier à nombreuses reprises. Allant pendant un dîner jusqu'à poser son assiette par terre, comme la gamelle de sien, où elle l'insultait en la traitant de médiocre correspondante de guerre. À ce stade, Marie elle-même, pourtant habituée au cafard de son mari, craint une désintégration générale de sa personnalité. Malheureusement, l'année 1954 ne fera qu'aggraver encore les choses. Déjà considérablement affaibli par son double accident d'avion en Afrique, Ernest reçoit le 28 octobre le prix Nobel de littérature, pour la maîtrise stylistique remarquable de l'art de la narration moderne, dont il fait preuve récemment dans Le vieil homme et la mer, et sa grande admiration pour tous ceux qui mènent une juste lutte dans ce monde de violence et de mort. Sans doute flatté par cette ultime consécration, Ernest ne s'enthousiasme cependant pas outre mesure de cette fantaisie suédoise. Bien au contraire, il s'inquiète en effet qu'elle pourra avoir sur sa tranquillité et son travail comme effet. Selon lui, aucun des enfoirés qui ont reçu les prix Nobel n'a plus rien écrit après ça qui vaille la peine d'être lu. Ce prix est une putain qui peut vous séduire et vous coller comme une maladie incurable. Il fut un temps où moi aussi, je l'ai su. Mais maintenant, cette putain qu'on m'appelle la renommée, je l'ai eue. Elle m'a eu. Et tu sais qui c'est ? La petite sœur de la mort. De fait, harcelé en permanence par les journalistes qui prennent littéralement la finca d'assaut, Ernest ne publiera plus aucune œuvre majeure de son vivant et aura de plus en plus de difficultés à écrire. Interrompu quotidiennement par le téléphone, les demandes d'interview, les cinglés et les raseurs en tout genre, Hemingway ne trouve plus la concentration nécessaire à son travail littéraire. Pour l'instant, déclare-t-il, j'en ai assez de moi-même. De répondre à des questions, des photographes, de faire des déclarations. Je ne veux plus entendre parler de moi ou penser à moi. Afin de pouvoir me remettre à écrire comme je le faisais avant tout cela, arrive, prétextant son état de santé, Ernest refuse même de se rendre à Stockholm pour la remise du Nobel et fait lire par l'ambassadeur américain un bref discours qui se termine sur ces quelques mots. J'ai parlé trop longtemps pour un écrivain, mon rôle est d'écrire ce que j'ai à dire et non de en parler. À la finca, et malgré les efforts de Marie pour préserver le calme nécessaire au travail d'Ernest, la vie devient impossible. Elle est encore agréable quand on nous laisse seuls, regrette Ernest, et nous reviendrons toujours ici de quelques lieux où nous habitons. C'est notre foyer et on ne s'en fie pas de son foyer, on le défend. Mais les défenses d'Ernest sont de plus en plus faibles et sa dépression, elle, malgré certaines réémissions de plus en plus fortes,
En 1956, sa santé se dégrade encore et il se voit contraint de suivre un régime qui, contre restreignant drastiquement sa consommation d'alcool et son alimentation, le prive désormais de tout rapport sexuel. Dans ces conditions, la vie ne peut être qu'assommante. Malgré plusieurs voyages en France et en Espagne, rien n'y fait. L'appétit pour la vie d'Ernest disparaît progressivement et les déceptions s'accumulent. Notamment avec le tournage du William de la mer et la médiocre saison de pêche de 1957 qui le prive d'un de ses derniers plaisirs. Par ailleurs, Hemingway a beau continuer à s'astreindre au travail, l'écriture est de plus en plus difficile, mais autre chose le perturbe encore. Cuba. Bien qu'il se soit d'abord réjoui de voir la révolution castriste débarrasser l'île de la dictature de Batista, les récentes orientations du nouveau gouvernement laissent à Hemingway un goût amer. Sans être ni castriste ni communiste, Ernest avait placé de grands espoirs en cette révolution honnête, mais la tournure policière que prend le régime achève de le décevoir. Castro ne s'en prend pas particulièrement à moi, dit-il en faisant allusion au conflit diplomatique de plus en plus ouvert entre Cuba et les États-Unis. Je lui fais une bonne publicité, alors il ne me fera peut-être jamais d'ennui et me laissera vivre ici. Mais je suis avant tout un Américain, et je ne puis rester alors que d'autres Américains sont fichus à la porte, et que mon pays est diffamé. Peut-être s'inquiète-t-il aussi des pressions que le FBI pourrait lui faire subir. N'a-t-il pas participé à un concours de pêche avec Castro, embrassé le drapeau cubain et reçu chez lui à la finca le ministre soviétique du commerce? Cependant, comme le dit Général de Cortanze, la solidarité envers la lutte menée par Castro est d'ordre purement émotionnel. Le drapeau qu'il embrasse n'est évidemment pas le drapeau du castrisme, mais celui de ses amis pêcheurs, des gens du peuple. Mais de fait, Hemingway doit choisir son camp et quitter Cuba. Je crois bien avoir compris que tout était fini pour moi ici le jour où on l'a tué Black Dog, dit-il en 1960 à Ochsner en évoquant un épisode déjà vieux de 2 ou 3 ans. Une patrouille de Batista a fait irruption au milieu de la nuit et le pauvre Black Dog, vieux et à moitié aveugle, a tenté de les arrêter à la porte de la finca, mais un soldat l'assomme avec la crosse de son fusil. Pauvre vieux Black Dog, il me manque, Black Dog me manque autant que tous mes amis que j'ai perdus. Et maintenant, c'est la finca que je vais perdre. Je n'ai plus d'illusions à me faire. Je sais qu'il va me falloir tout abandonner et partir. Mais pouvez-vous mesurer l'importance de cette perte? Tout ce que j'ai eu ici, mes tableaux, mes livres, mon lieu de travail et tous mes bons souvenirs, bien qu'il n'y ait résidé que de matière intermittente à Cuba depuis 1958 après avoir acheté la propriété à Ketchum dans l'Idaho, le départ définitif d'Ernest de Cuba en juillet 1960 le plonge dans un état dépressif des plus graves. Souffrant de solitude, d'ennui, d'insomnie et de paranoïa, trou de mémoire, de difficultés d'élocution, de cauchemars et d'un sentiment aigu de persécution, Ernest confie craindre pour lui-même et un complet effondrement physique et nerveux. De plus en plus irritable, il n'a même plus sa précieuse solitude pour se ressourcer, ne chasse plus guère, ne pêche que rarement, n'écrit plus qu'avec une extrême difficulté et se dispute de plus en plus souvent avec Marie, pourtant toujours fidèle au poste. Croyez-moi, Hodge, dit-il à son ami, dans un élan de faiblesse rare chez lui, bien que je fasse tous les efforts possibles pour paraître de bonne humeur, j'ai l'impression de vivre un cauchemar à la Kafka. J'ai l'air gai, mais je ne le suis pas, je suis crevé et moralement très abattu. Fin du chapitre.